Première gélule, qu'est-ce que la vie ? Eh oui, pour parler du droit à disposer de sa vie, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur ce qu'on entend par vie. La vie a essentiellement deux sens. Un sens biologique et un sens proprement philosophique. Au sens biologique, le médecin Xavier Bichat l'a très bien défini. La vie, disait-il, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Autrement dit, l'ensemble de nos organes qui nous permettent de survivre et de lutter contre les agressions extérieures. Le cerveau lui-même, au départ, n'est qu'un produit de l'évolution qui nous permet de mieux nous adapter à notre environnement. Si on a un cerveau biologiquement parlant, ce n'est pas pour philosopher, la biologie se moque de la philosophie, mais simplement pour mieux survivre. En ce sens biologique, la vie a deux buts, se conserver et se reproduire. Ainsi, du point de vue des actes, l'être humain qui ne pense qu'à gagner sa vie et à faire des enfants se distingue à peine du chien ou du sanglier. C'est pas méchant, c'est juste un constat. J'ai rien contre les chiens et les sangliers, bref. Par contre, au sens proprement philosophique, la vie est un synonyme d'existence. Exister vient du latin existere, qui veut littéralement dire se tenir debout hors d'eux. Autrement dit, être hors de soi, jeté dans le monde extérieur. Exister, c'est avoir conscience d'être jeté au monde, dans un monde extérieur à nous, qui nous échappe. Ainsi, l'existence suppose la conscience, c'est pourquoi seul l'être humain existe, tandis que l'animal ne fait que vivre. La conscience, je l'ai dit en intro, n'existe que dédoublée. Être conscient, c'est être conscient d'être conscient. Je sais qu'il y a un monde et que j'existe, et je sais qu'il y a un monde et que j'existe. Je suis témoin de mon existence et de celle du monde. Oui, témoin, c'est ça, le terme clé de la conscience. L'être humain, philosophiquement parlant, est un témoin de l'existence. D'ailleurs, témoin en grec se disait martyros, qui a donné martyr. Ça en dit long sur la souffrance de la condition humaine. Être un témoin de l'existence, c'est être un martyr, car la lucidité, ça fait souffrir. C'est pourquoi Sioran, par exemple, est souvent jaloux de la douce inconscience des animaux, des végétaux, des minéraux et des imbéciles. Une question que certains se poseront peut-être, les gens stupides, à la fois superficiels et malveillants, qui ne sont pas tourmentés par le malheur dans le monde et par la condition humaine, sont-ils véritablement des êtres humains ? Le philosophe Jean-Paul Sartre aurait parfaitement répondu à cette question. Oui, aurait-il rétorqué. Ce sont des êtres humains, mais de mauvaise foi. Ils sont conscients, contrairement aux pierres ou aux plantes, mais ils fuient la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes et du monde. Ils se divertissent, dirait Blaise Pascal. Ils cherchent à s'oublier eux-mêmes et à oublier le monde tel qu'il est. Narcissisme et sommeil, aimer son image pour s'oublier soi-même, vivre dans son monde pour oublier le monde. Bref, pour résumer, exister, ce n'est pas seulement vivre, mais avoir conscience qu'on vit, être conscient d'être conscient. C'est se poser des questions sur le sens de notre vie, se donner des buts, des devoirs moraux, des horizons. C'est donc penser, philosopher, étudier l'homme et le monde, questionner l'univers, créer, contempler, jouir pour profiter du temps qui passe avant de mourir, dialoguer avec les gens qu'on aime avant qu'ils meurent, etc. En un mot, exister, c'est penser sa vie, et parfois vivre sa pensée, mais ça c'est moins facile. Exister, ce n'est pas être un simple vivant se conservant et se reproduisant, mais analyser la vie, ce qui suppose une certaine distance par rapport à la vie, un néant entre moi et la vie. C'est en ce sens que l'être humain est toujours au-delà de la vie, au sens biologique du terme. C'est pourquoi Schopenhauer appelle l'être humain un animal métaphysique. Méta en grec, ça veut dire au-delà. Physique vient du grec physis, la nature. Métaphysique signifie donc au-delà de la nature, au-delà de la biologie, au-delà du monde matériel. Animal métaphysique veut donc tout simplement dire esprit. Dire que l'homme est un animal métaphysique, c'est seulement dire qu'il n'est pas qu'un corps biologique, qu'il n'est pas un objet, mais un sujet. L'être humain est conscience, et la conscience n'est rien de matériel. Toute conscience est conscience de quelque chose, disait Husserl. C'est ce qu'on appelle l'intentionnalité. La conscience est toujours conscience de quelque chose, et ce quelque chose n'est jamais la conscience. La conscience est toujours conscience de ce qui n'est pas elle. Autrement dit, la conscience n'est rien de matériel. La conscience est esprit. Mais cet esprit n'existe pas indépendamment de quelque chose de matériel. Toute conscience est conscience de quelque chose, autrement dit, il n'existe pas de conscience pure indépendamment de quelque chose dont elle a conscience. Ainsi, la conscience et le monde sont interdépendants. Il n'y a pas de conscience sans monde, puisque toute conscience est conscience de quelque chose, ni de monde sans conscience. Je ne peux pas imaginer le monde sans être là. Autrement dit, je ne peux pas imaginer le monde sans moi. L'existence du monde suppose toujours celle de ma conscience en train de le penser. Quand je dis « il y a un monde », le « il y a » suppose que je suis. Je ne peux plus dire « il y a un monde » quand je ne suis plus. Pour qu'il y ait un monde, il faut que je sois.
un arbre, une table, une fleur, supposent toujours une conscience qui les pense. Sans conscience, plus d'arbres, plus de tables et plus de fleurs. Sans conscience, plus rien. C'est ce que disait le philosophe Merleau-Ponty. Je suis la source absolue. Je suis celui par qui il se fait qu'il y a un monde. L'origine du monde, ce n'est ni Dieu, ni la matière, ni le Big Bang, ni Chuck Norris, mais ma conscience, ou plutôt la conscience que je suis. C'est ma conscience qui fait advenir le monde et qui le fait être à chaque instant. Sans moi, il n'y aurait pas de monde. Et oui, chacun peut se dire la même chose, toi aussi. Chacun peut se dire, dans son fort intérieur, il n'y aurait pas de monde sans moi. La réalité du monde suppose ma conscience. Je suis celui par qui il se fait qu'il y a un monde. Or, on l'a vu, la conscience n'est rien de matériel. Toute conscience est conscience d'objet, mais la conscience elle-même n'est pas un objet. Ainsi, la conscience est le néant à partir duquel il y a de l'être, le rien à partir duquel il y a quelque chose. La conscience n'est rien, mais rien n'existe sans la conscience. Pour paraphraser une vieille chanson, on pourrait ainsi dire la conscience ne vaut rien, mais rien ne vaut la conscience. Or, la conscience, c'est la vie au sens philosophique du terme. Ainsi, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Cette phrase ici prend un tout autre sens. La vie ne vaut rien parce qu'elle n'est rien de matériel. Mais rien ne vaut la vie, parce que rien n'existe sans la vie. Bref, résumons. Toute conscience est conscience de quelque chose. Exister, c'est donc toujours avoir conscience de quelque chose d'extérieur à nous. Autrement dit, être jeté hors de soi dans le monde. La conscience n'a pas de dedans. Elle est comme un grand vent, disait Sartre. Elle vise toujours des objets hors d'elle, mais ces objets hors d'elle n'existeraient pas sans elle. Voilà toute l'ambivalence de l'existence. Si vous désirez creuser davantage cette question, je vous invite à vous tourner vers la phénoménologie, la branche de la philosophie qui s'intéresse à la source des phénomènes, c'est-à-dire à la source des choses qui apparaissent à la conscience. La phénoménologie, en d'autres termes, c'est la science de la conscience, l'interrogation sur ce qu'est la conscience. Je vous invite à lire notamment Merleau-Ponty et Sartre, pour bien comprendre ce qu'est la conscience et ce que signifie exister. Sioran pourra aussi vous aider dans une autre tonalité. Dire que l'être humain est conscience et que la conscience n'est rien de matériel, cela a des conséquences éthiques majeures. Nous disions en intro, l'existence précède l'essence. Nous existons d'abord, nous nous définissons ensuite. Cela signifie qu'il n'y a pas à l'origine de nature biologique ou sociale qui définit notre être. Le biologique et le social sont de l'ordre de l'avoir et non de l'être. Nous ne nous définissons pas par ces réalités matérielles. Nous pouvons certes nous définir a posteriori par des caractéristiques biologiques ou sociales, mais a priori à l'origine, et de fait, nous ne sommes que des existants, des êtres conscients. C'est pourquoi Heidegger disait « l'essence de l'homme, c'est l'existence ». Par exemple, si un arabe s'habille en racaille, fume du shit et brûle des voitures, ce n'est pas parce qu'il est arabe, au sens strict du verbe être. Il n'est pas arabe, puisque le biologique relève de l'avoir et non de l'être. Il est seulement un être humain. Ce n'est pas parce que sa condition biologique d'arabe le prédispose à délinquer et qu'il délinque, mais c'est parce qu'il joue l'arabe, au sens courant et raciste du terme arabe. Il s'est lui-même défini comme un arabe. Il essaye de correspondre au cliché raciste de l'arabe racaille et fourbe, car correspondre à la définition que les autres donnent de nous est le moyen le plus facile de se sentir exister, d'assouvir nos besoins de reconnaissance et d'appartenance. En fait, ce n'est pas un arabe, mais un être humain qui joue l'arabe, un être humain de mauvaise foi qui se prend pour une chose. Comme le dit Sartre, celui qui enferme autrui dans une définition, par exemple le raciste qui enferme l'arabe dans une définition de l'arabe, est un salaud. Celui qui se laisse enfermer dans la définition qu'on lui assigne est un lâche, par exemple l'arabe qui joue l'arabe. Vous l'aurez donc compris, les salauds ont besoin des lâches et les lâches servent le jeu des salauds. Non, il n'y a pas de nature du noir ou du blanc, de l'aristocrate ou du paysan, du bourgeois ou du prolétaire, de l'allemand ou du non-allemand, de l'homosexuel ou de l'handicapé, etc. Dire que l'être humain n'est que conscience, et que la conscience n'est rien de matériel, c'est sur le plan éthique, dire que tous les êtres humains sont également dignes, quelles que soient leurs caractéristiques biologiques ou sociales. Si nous sommes des êtres dignes, c'est parce que nous sommes des êtres humains, des êtres conscients. Notre dignité ne dépend pas de notre couleur de peau, de notre classe sociale, ou de notre religion, car elle est intrinsèque à notre humanité. Si je suis digne, ce n'est ni parce que j'ai la peau blanche, ni parce que j'enseigne la philosophie, ni parce que j'écris, mais parce que je suis un être humain. De même, rigoureusement parlant, je ne suis pas un Français, ni un blanc, ni un enseignant, ni un écrivain, etc. Car toutes ces caractéristiques relèvent de l'avoir et non de l'être. Je ne suis qu'un être humain, seulement humain, mais pleinement humain.
Dire que la dignité est relative à la conscience, à l'humanité, et non aux caractéristiques biologiques ou sociales, cela fait voler en éclats toutes les discriminations telles que le racisme, le sexisme ou le classisme. Et oui, quand vous avez compris la fameuse phrase de Sartre « l'existence précède l'essence », vous ne pouvez plus être raciste, sexiste ou classiste. Vous ne pouvez plus mépriser les homosexuels, les transsexuels, les personnes handicapées, ou de façon générale les gens différents, sauf si vous êtes de mauvaise foi évidemment. En d'autres termes, les racistes, les sexistes et les snobs sont tous des cancres en philosophie. Ou des Nietzschéens, ce qui revient au même. Maintenant, pour revenir au cœur de notre gélule, à savoir qu'est-ce que la vie, je crois qu'il est bon de récapituler une bonne fois pour toutes. La vie a deux sens. Premièrement, en son sens biologique. C'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort, autrement dit le corps qui survit, vit et se reproduit. Deuxièmement, au sens philosophique, c'est l'existence, c'est-à-dire le fait d'être conscient avec tout ce que cela implique, et qu'on vient de décortiquer ensemble, n'être rien de matériel, être la source absolue, être toujours jeté dans un monde extérieur à nous. Maintenant, quand on parle de disposer de sa vie, il faut savoir dans quel sens on entend le mot « vie ». Est-ce dans le sens biologique ou dans le sens philosophique ? Sincèrement, avec ce qu'on vient de voir ensemble, vous pouvez trouver tout seul. Réfléchissez un peu, on parle de sa vie, on utilise le pronom possessif sa, S-A, ce qui suppose que l'on parle de la vie à l'auxiliaire avoir. L'expression disposer de sa vie suppose que l'on a une vie, et non pas que l'on ait sa vie. Or, on l'a vu, on a un corps biologique, et l'on est du verbe être, une conscience. Si l'on parle de la vie à l'auxiliaire avoir, c'est donc que l'on parle de la vie au sens biologique du terme, et non de l'existence. Disposer de sa vie, c'est disposer de la vie au sens biologique du terme, disposer de son corps. C'est pourquoi l'on confond parfois les expressions disposer de sa vie et disposer de son corps. Eh oui, tout est lié. Les mots ne sont jamais employés au hasard. Disposer de sa conscience, ça n'aurait aucun sens, puisque la conscience n'est pas un objet. On n'en dispose pas, on l'est. Au sens biologique, j'ai une vie. Au sens philosophique, je suis la vie. C'est précisément parce que, philosophiquement parlant, je suis un être conscient et digne, qu'éthiquement parlant, je dois disposer de ma vie au sens biologique du terme. La biologie, c'est une chose. Ça n'a pas de conscience ni de dignité. Ce n'est donc pas un être conscient et digne de se soumettre à une chose sans conscience et sans dignité. Ce serait éthiquement absurde. Ce n'est pas la conscience qui doit se soumettre à la biologie. C'est la biologie qu'on doit soumettre à la conscience. Dire que l'être humain doit disposer de sa vie, c'est donc seulement dire que l'être humain ne doit pas être soumis à la biologie. Autrement dit, la biologie ne tient pas lieu d'éthique. Ce n'est pas parce que je suis biologiquement programmé pour vivre que j'ai le devoir moral de vivre. Ce n'est pas parce que je suis biologiquement programmé pour me reproduire que je ne peux pas être homosexuel. Ce n'est pas parce que je suis biologiquement programmé pour être un garçon ou une fille que je dois rester un garçon ou une fille. Éthiquement parlant, rien ne m'empêche de changer de genre. Ce n'est pas parce que je suis biologiquement favorisé pour être un grand sportif que je dois en être un, etc. Allons encore plus loin. Ce n'est pas parce que j'ai des pulsions de viol, ce n'est pas parce que la biologie m'incite à violer que le viol est éthiquement acceptable. Ce n'est pas parce que j'ai des pulsions de procréation, ce n'est pas parce que la biologie m'incite à me reproduire en faisant plein d'enfants que l'acte de procréer est éthiquement acceptable, etc. Renseignez-vous à ce sujet sur les grands débats autour de l'antinatalisme. Jeter un enfant dans un monde aussi rude sans lui demander son avis, ça sonne un peu faux éthiquement parlant, non ? L'antinatalisme, dont je reparlerai plus tard, c'est la théorie selon laquelle il vaut mieux ne pas naître, car la vie est composée de trop de souffrances pour trop peu de jouissance. Il y a plus de souffrance que de jouissance dans la vie, c'est pourquoi imposer la vie à quelqu'un est immoral. Les exemples de la sorte peuvent être multipliés. Ils montrent tous que la biologie et la morale sont deux choses strictement différentes. Quelque chose peut être naturel, biologique et mauvais. À l'inverse, quelque chose peut être contre nature, contraire au but inconscient de la biologie, et éthiquement bon. Dire que l'être humain n'a pas le droit de disposer de sa vie, ça voudrait dire qu'il doit se soumettre aux objectifs aveugles et amoureux de la biologie. Il doit vivre parce que son corps est programmé pour vivre. Il doit faire des enfants parce qu'il est programmé pour ça. Soit, mais dans ce cas, il a des pulsions de viol, il doit violer, puisque le viol est naturel. S'il a un cancer, il doit se laisser tuer par son cancer parce que le cancer est naturel. Non, messieurs les religieux, ce qui est naturel n'est pas toujours éthiquement bon. Et ce qui est contre nature n'est pas nécessairement éthiquement mauvais. Vous m'envoyez navré. Ce n'est pas la conscience qui doit se soumettre à la biologie. C'est la biologie qu'on doit soumettre à la conscience. Ce n'est pas l'esprit qui doit se soumettre à la matière, mais c'est la matière qu'on doit soumettre à l'esprit. C'est précisément parce que je suis un être conscient et digne que je ne mérite pas d'être enchaîné à la biologie et que je mérite au contraire de maîtriser celle-ci. Ne pas être esclave de la biologie, mais la maîtriser.
En ce sens, vivement le transhumanisme pour se libérer davantage de la biologie. L'existant doit se libérer de la dictature de la vie. C'en est fini pour la première gélule.